Bonjour Raphaël Oma, merci d'être présent sur Capitaine Tonus. Aujourd'hui, on va parler de préparation mentale. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi? Je ne sais pas si tous nos lecteurs te connaissent, par exemple ton parcours, les études que tu as fait, les personnes que tu as coachées, sportifs professionnels ou amateurs, et aussi nous dire pourquoi est-ce que tu t'es lancé dans la préparation mentale, qu'est-ce qui t'intéressait aussi dans un tout premier temps? Ok, donc bonjour, merci déjà de m'accueillir sur votre site. Donc comme tu l'as dit, je m'appelle Raphaël Oma, j'ai 38 ans, je suis préparateur mental diplômé depuis 2012. Je travaille avec des sportifs professionnels depuis 2014. Je suis également, encore pour quelques mois, enseignant en école d'ingénieur. Là, je vais bientôt arrêter parce que j'arrive plus à faire les deux. J'habite à Angers, dans la région angevine. Mon parcours, en fait, moi j'ai fait un parcours STAPS, donc fac de sport, on va dire, à l'université de Lyon principalement. J'ai étudié une année aussi à Montréal. À l'époque, tu séparais les 3 premières années en DUG 2 ans et puis licence 1 an. Et donc moi j'avais fait ma licence, donc l'équivalent de la L3 maintenant pour ceux à qui ça peut parler, à Montréal une année. Et après je suis revenu en France pour faire une maîtrise, un DEA sport et performance. Donc le DEA c'est l'ancêtre on va dire du Master 2 recherche. Et puis après j'ai commencé une thèse. J'ai fait 2 ans de thèse que je n'ai pas fini. Entre-temps j'ai eu mon concours de prof de PS et je suis parti donc bosser 3 ans en Martinique puisque je suis originaire de là-bas. Enfin mon papa est de là-bas et après voilà j'ai été recruté par une école d'ingénieurs à Angers. Et c'est dans cette école que j'ai repris mes études pour passer un DU en préparation mentale que j'ai complété par des formations, enfin une formation sur plusieurs week-ends sur de l'auto-hypnose, et puis aussi en PNL où j'ai mon niveau maître praticien PNL, programmation neurolinguistique, le troisième niveau de la PNL. Voilà, en gros ça serait mon parcours, on va dire plus universitaire, scolaire, les diplômes. Et puis après, donc comme je te disais, diplômé en PM depuis 2012, de 2012 à 2014, je travaillais avec des sportifs amateurs euh, sans jamais être rémunéré, c'est-à-dire que c'était aussi le but de me former davantage par la pratique. Donc j'étais en demande de coaching pour parfaire ma formation et le deal en échange, bah, c'était voilà, je demandais pas à être payé parce que moi j'avais pleinement conscience que chaque coaching supplémentaire me permettait de pratiquer, me permettait de peut-être de découvrir une nouvelle façon de penser, puisque à chaque fois on peut être surpris de voir comment telle ou telle personne va aborder une situation. Donc chaque coaching en fait nous permet d'être meilleur. Donc voilà, de 2012 à 2014, j'ai quand même travaillé très régulièrement de façon bénévole, on va dire. Et puis bah forcément, j'accompagnais aussi les étudiants de l'école dans laquelle je bosse. Et là, c'était dans le cadre de mon emploi du temps, on va dire, de prof de PS. Et puis 2014, donc depuis 2014, en effet, bah là, je le fais de façon professionnelle, en tout cas en étant rémunéré pour ça. Le type de sportif, eh ben, c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je travaille. Enfin, la majorité de mes clients sont des sportifs professionnels, des footballeurs professionnels, mais je travaille aussi encore avec des sportifs amateurs et aussi des sportifs qui peuvent être dans des sports individuels. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je travaille principalement dans le foot. Les sportifs, tu me demandais, je parle beaucoup, tu m'excuses, mais je réponds aux Non, non, très différentes bien, questions. très bien. Explique-nous tout ça, c'est parfait. Donc tu me demandais le type de sportif, voilà. Pour être un peu plus précis, donc je peux communiquer le nom de certains sportifs et puis d'autres c'est pas possible aujourd'hui. Ouais, c'est par rapport au contrat. T'as notamment aujourd'hui, puis Denis en a beaucoup parlé, mais un sportif qui s'appelle Denis Apia, qui est aujourd'hui en Anderlecht. On a commencé à travailler ensemble quand il était à Caen. Il a ce sportif était le dernier joueur en France, le dernier joueur de champ en France à avoir joué les 38 matchs en intégralité. Donc bon, ça c'est un résultat, hein, ça bien entendu pas lié uniquement au préparateur mental, c'est pas du tout ce que je veux dire. C'est vraiment pas quelque chose vis-à-vis duquel bah, d'une c'était prévu ou envisagé et encore moins annoncé par le préparateur mental. J'ai toujours du mal avec les préparateurs mentaux qui annoncent un résultat. Quand je dis un résultat, c'est un classement, c'est
un nombre de titularisations, etc. Parce que ça ne dépend pas que de nous. Par contre, c'est sûr que avec cette prépa mentale, on va pouvoir améliorer la performance et travailler en amont aussi sur les processus, donc la façon de s'y préparer. Je travaillais à un autre sportif qui a témoigné, qui l'a dit, c'est Emmanuel Imourou, qui est aujourd'hui à Bruges. Voilà, donc principalement des footballeurs, il y a d'autres témoignages sur le site. Et puis j'accompagne aussi de plus en plus maintenant des entrepreneurs qui eux, pour le coup, sont souvent intéressés par le côté prépa mentale sportive. En disant, voilà, je sais que tu travailles avec des sportifs de haut niveau, bah, j'ai envie que tu viennes travailler avec moi, soit parce que ces entrepreneurs vont se définir des fois eux-mêmes comme des sportifs de haut niveau. Voilà, je veux être en forme, je veux performer, je veux avoir plus confiance en moi, je veux être plus concentré sur mes objectifs, etc. Et peut-être même mieux définir mes objectifs. Donc ça, c'est le premier cas de figure. Ils se voient plus comme un sportif de haut niveau, ou alors ils se voient comme un entraîneur de sportifs de haut niveau. Et voilà, je veux manager mon équipe, je veux manager mes managers, mes salariés, comme des sportifs, et moi je suis l'entraîneur, et je veux avoir un peu plus d'outils aussi. Donc aujourd'hui, j'ai envie de dire que les sportifs avec lesquels je bosse sont pas très sensibles à l'aspect, au fait que moi je bosse avec des entrepreneurs. Par contre, les entrepreneurs, eux, sont intéressés par le fait que je bosse avec des sportifs. En tant qu'entrepreneur, moi, ça me semble totalement logique ce que tu me dis, parce que je me retrouve un peu là-dedans. Et mais par exemple, en termes de résultats, si on va un peu plus en profondeur, est-ce que tu vois vraiment une différence entre avant, enfin bien évidemment, je pense que tu vas me dire oui, entre avant un coaching, par exemple en termes de problématiques, en termes de freins peut-être à la performance ou autre, et après coaching, et est-ce que tu peux nous parler un peu de cette évolution qui se passe? Que ce soit du côté des entrepreneurs ou du côté des sportifs de haut niveau d'ailleurs. T'as raison, en effet, je vais te dire oui, je vois une différence. Et c'est mieux, c'est mieux. En fait, c'est très simple. Tu vois, je vais d'abord être sur les sportifs. Les sportifs avec lesquels je travaille, donc surtout quand on s'adresse à des sportifs professionnels, sont des personnes qui ont déjà exploité une très grande quotité de leur potentiel. C'est peut-être des sportifs qui sont déjà à 98% de ce qu'ils peuvent faire au niveau physique. Ils sont déjà très très bons techniquement. Ils ont très bien compris l'organisation collective, les projets de jeu. Donc au niveau tactique, voilà, toutes ces habiletés-là, ils les ont développées naturellement, enfin, et puis en se confrontant à l'entraînement, à la compétition, etc. Et des fois, ils ont une marge de progression qui est énorme au niveau mental, puisqu'ils l'ont jamais travaillé de façon spécifique. Après, j'explique très souvent, que ça soit en coaching avec des sportifs, des entrepreneurs, ou en formation aussi, quand j'interviens auprès de personnes qui veulent se former à la prépa mentale, que pour moi, la performance est un smoothie. C'est plusieurs ingrédients qui sont mixés ensemble. Et à partir du moment où tu changes la préparation, où tu rajoutes un ingrédient, ou alors tu avais peut-être déjà cet ingrédient, mais tu changes la proportion, forcément le résultat change. Forcément, alors là j'ai envie de dire quand je parle de résultat, mais la performance, le goût du gâteau, le goût du smoothie est forcément différent. Alors après, c'est peut-être pas encore tout à fait le smoothie que la personne veut, mais en tout cas on chemine vers ça. Donc du moment que tu changes ta façon de te préparer, moi je suis persuadé que tu vas changer la prestation également. Ouais. Donc si tu veux, je m'adresse à des personnes, encore une fois, peut-être contrairement à certains sportifs amateurs qui n'ont pas encore exploité une très grande proportion, on va dire, de leur potentiel physique. Bah là, quand tu bosses avec des pros, ils peuvent vraiment avoir une très grande marge de progression grâce à l'aspect mental, puisque les autres leviers sont déjà bien actionnés, quoi. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une étude qui avait été faite dans le monde du tennis, où en fait, ils analysaient qu'en termes en termes de tactique, en termes de technique, en termes de performance physique, le premier et le centième, ils étaient pas si loin que ça. Et vraiment, l'élément déclencheur, c'était la performance mentale qui allait faire jouer entre un numéro 1 qui allait se remettre dans l'action tout de suite, même s'il faisait une erreur, et un centième qui allait plus avoir de problèmes par rapport à ça, qui allait ruminer un peu ses erreurs, qui allait... Ouais, t'as tout à fait raison. T'as tout à fait raison. Tu sais, moi, je vois avec les sportifs et je le vois aussi avec les élèves ingénieurs. Tout à l'heure, on en parlait juste avant l'interview. Ce que j'explique souvent aux sportifs, parce que quand tu parles avec eux, très souvent, c'était les meilleurs de leur club à 12 ans, les meilleurs de leur club à 15 ans, les meilleurs à 17 ans.
Et c'est un peu comme les étudiants que j'ai en école d'ingé. C'était très souvent les premiers de la classe. Puis des fois, quand tu te retrouves en prépa, t'es que avec d'autres gars qui étaient tous les meilleurs de la classe. Et là, les sportifs, c'est pareil, quoi. Des fois, certains, ils arrivent à 20 ans et là, ils se retrouvent avec plein de mecs qui sont super bons. Et en effet, ils sont déjà tous très forts, comme tu disais, au niveau physique, technique, tactique. Et du coup, l'aspect mental prend d'un coup plus d'importance. Ouais. Et c'est ce que j'ai essayé de dire, peut-être de façon qui n'était pas assez explicite au niveau amateur, c'est que je peux concevoir qu'au niveau amateur, pour certains, vont se dire, avant d'aller voir un prépa mental, écoute, je vais peut-être perdre, je caricature un peu, mais pour certains qui veulent faire un marathon, par exemple, ça peut être de se dire, écoute, je vais faire un peu plus de prépa physique, je vais peut-être essayer de perdre les 4-5 kilos que j'ai en trop, puis après, peut-être que je verrai le mental. Alors que ces sportifs-là, a priori, ils ont déjà optimisé pas mal de ces ingrédients. Et t'as raison, à un moment, on se retrouve contre personnes qui ont déjà beaucoup bossé et qui sont douées, en tout cas qui ont à peu près les mêmes caractéristiques maintenant au niveau physique, technique, tactique, et l'aspect mental va vraiment apporter cette toute petite différence, mais qui est pas énorme, mais qui peut jouer entre être titulaire dans un club de foot ou être sur le banc ou en tribune, ou être dans le top 10 ou dans le top 100, quoi. En fait, moi, c'est ça que je trouve assez marrant, c'est que j'ai l'impression en termes de préparation mentale, en fait, on s'intéresse à la préparation mentale, mais une fois qu'on en a besoin. On va pas forcément avoir une démarche en amont où on va se dire ah, ça serait pas mal de me préparer mentalement avant une épreuve, mais c'est plutôt a posteriori de l'épreuve ou une fois qu'on est confronté à un haut niveau de compétition qu'on se dit en fait, ça aurait été bien si j'avais bossé en amont quelques éléments, quelques techniques de préparation mentale, et c'est plus une sorte de réponse plutôt qu'une préparation en amont, on va dire, par rapport aux besoins possibles futurs. Ouais, t'as tout à fait raison. Je pense que voilà, on en est là aujourd'hui culturellement. T'as encore pas mal d'entraîneurs qui vont me dire oui, moi à mon époque il n'y avait pas de préparateurs mentaux et ça se passait bien, j'en avais pas besoin. Moi j'ai déjà entendu ce discours dans le foot, compris avec des personnes qui ont pu jouer ou entraîner à haut niveau. C'est sûr que dans les années 80 tu ratais ton contrôle, personne ne le voyait. Aujourd'hui je pense qu'il y a beaucoup plus de pression aussi qui arrive aux sportifs via la technologie, où on voit tout de suite toutes tes performances qui peuvent être très bonnes ou des fois complètement à côté de la plaque. Et du coup, je pense qu'ils ont aussi plus de pression. Euh, je suis persuadé que la prépa mentale va être de plus en plus encore prise en compte, tout simplement parce que, tu vois, moi aujourd'hui, je peux aussi travailler avec des sportifs qui ont une trentaine d'années. J'ai l'un des premiers sportifs pro avec lesquels j'ai bossé là qui a pris sa retraite. Alors ça veut pas dire que lui va être entraîneur, mais en tout cas, tu auras de plus en plus d'entraîneurs dans les années à venir qui eux-mêmes, en tant que sportifs, ont fait de la prépa mentale et en auront expérimenté pour eux les bienfaits, ressenti une optimisation de leur performance. Et donc, je pense que ça sera de plus en plus intégré dans les ingrédients de la perte, dans les ingrédients du smoothie, comme je disais, plutôt que se poudrer rapidement à la fin quand on trouve que le smoothie a un goût un peu foireux, quoi. C'est une belle métaphore, non? Ouais, très, très, très belle métaphore. Comme je sais que vous parlez aussi un peu de nutrition sur le site, j'essaye d'adapter un peu. Ah bah parfait, je pense que nos lecteurs vont apprécier. Et du coup, est-ce que en fonction des différentes catégories que tu coaches, par exemple, est-ce qu'en fonction des sportifs professionnels, des quelques rares amateurs, ou est-ce qu'en fonction des entrepreneurs que tu encadres, est-ce que tu vois que les problèmes rencontrés sont différents? Est-ce qu'il y a des grandes tendances que tu arrives à voir un petit peu en fonction de ta pratique? Et quelles sont un peu les raisons de ces problèmes? Écoute, alors ça dépend. Sur les sportifs pros et les entrepreneurs, tu peux parfois avoir un problème que les amateurs a priori ont moins, c'est le problème du projet unique. Le problème du projet unique, c'est que j'ai un projet qui est hyper important dans ma vie, c'est ma carrière de sportif, ou c'est mon projet d'entreprise, surtout quand je commence mon entreprise et que je veux vraiment qu'elle atteindre certains résultats, être à l'aise après. T'as des personnes qui vont énormément travailler sur leur projet, qui peuvent être du coup hyper heureuses quand ça se passe bien pendant un temps, et puis au fond du trou, s'il y a un problème, tu vois, je caricature un peu, mais ça va être le footballeur qui n'a que ce projet-là aujourd'hui. Le jour où il se fait une entorse, il a envie de se pendre, quoi.
Voilà, donc forcément, le sportif amateur a priori un double projet, des fois un triple projet, mais un double parce que je suis sportif, mais je suis aussi étudiant. Euh, des fois, des fois, ils ne se rendent pas compte que ça peut être une chance. C'est aussi le travail du préparateur mental de montrer que ce double projet, c'est justement l'opportunité des fois de garder une lucidité par rapport à ces deux projets, à leur redonner une juste valeur et toujours bien à expliquer qu'il n'y a pas de corrélation linéaire entre mon investissement et ma réussite. Il y a une relation qui est optimale, mais à un moment, si je me surinvestis dans un projet, je ne m'aide pas en fait. Et ça, t'as plein d'exemples de personnes, enfin tu vois dans les médias, des personnes qui ont été meilleures une fois qu'ils sont devenus papa ou maman, parce qu'en fait ils ont appris à relativiser, alors qu'avant quand ils perdaient, c'était horrible pendant 15 jours. Bon là, ils perdent, ils savent que 2 heures après ils sont avec leur enfant par exemple, hein. C'est juste un exemple de double projet, et du coup ça les amenait plus rapidement à passer à autre chose. Mais même là, on sort un peu du cadre sportif, mais dans le cadre entrepreneur, un très très bon exemple de ça, c'est Timothy Ferriss qui prône la loi du 80-20. Je sais pas si tu en as entendu parler. Enfin, je pense que tous les entrepreneurs qui nous écoutent connaissent cette loi et en ont entendu parler, qui vraiment va se concentrer sur voilà les 20% qui vont avoir le plus d'impact et qui va délaisser toutes les tâches un peu superflues ou toutes les tâches qui sont chronophages et qui vont un peu nuire entre guillemets à un succès qui est rapide. Oui, bien sûr, ouais, la fameuse loi Pareto. Ouais, c'est ça. Et autre question, quelle démarche est-ce que tu adoptes en fonction de tes clients? Comment est-ce que tu fais pour vraiment individualiser un peu les solutions que tu proposes au final? Comment est-ce que tu fais vraiment pour avoir un encadrement? Parce que chaque personne est différente, chaque personne peut percevoir l'information de manière différente. Comment est-ce que tu fais vraiment pour chouchouter entre guillemets chacun des personnes que tu encadres? L'écoute. En fait, il faut vraiment, t'as tout un travail, alors ce qu'on va appeler nous de recueil de données, d'entretien semi-directif, où je sais un peu les thèmes que je veux aborder avec la personne, mais on n'est pas sur des questions fermées, on n'est pas forcément sur des questions qui sont toutes prévues avec un ordre. Peut-être un petit peu comme on fait tous les deux aujourd'hui, où toi tu sais de quoi est-ce que tu as envie qu'on parle, et tu as déjà préparé quelques questions. En prépa mentale, ça va être le même principe, mais il y a forcément l'écoute de l'individu. On est aussi très sensibilisé à ça par la PNL, la programmation neurolinguistique, où le but c'est de comprendre vraiment les représentations de la personne, vision du monde, quelles situations vont l'inhiber, quelles situations à l'inverse vont plutôt le dynamiser, comprendre ses attentes, pourquoi est-ce qu'il a envie de faire de la prépa mentale, et peut-être pourquoi est-ce qu'il a envie de faire de la prépa mentale avec moi, être sûr qu'on soit bien dans le cadre de la prépa mentale, et pas dans un cadre par exemple je sais pas moi, de psychologie pure, tu vois, de traiter, je sais pas moi, le deuil, la dépression. C'est quelque chose que je ne sais pas faire, et que je ne veux donc pas faire. Mais voilà, donc pour individualiser, je trouve pas que ça soit très compliqué, dans le sens où tu as quand même toujours un rapport. Alors ça peut être des fois à distance, hein. Je travaille avec des sportifs en France, en Belgique, en Turquie notamment ces temps-ci. Mais il y a quand même toujours ce contact, cet échange qui me permet de savoir où en est le sportif, ce qu'il a pu comprendre et mettre en place de nos premiers coachings, de quelle façon, encore une fois, ça a pu changer un petit peu le goût du smoothie et quelles pistes on doit explorer, quoi. Ok. Et est-ce que tu discernes des éléments clés de progression? En fait, est-ce que tu t'arrives à voir en fait si un sportif va progresser rapidement ou non en préparation mentale? Est-ce que tu connais un peu les ingrédients juste du smoothie prépa mentale qui vont faire que la boisson va vraiment s'améliorer de manière très rapide, on va dire? En fait, tu vois, ce qui va être déterminant, selon moi, je pense que je suis vraiment pas le premier à le dire. En fait, c'est simplement le passage à l'action. Ouais. Tu vois, c'est très facile de bien comprendre le principe évoqué au sein d'une séance de prépa mentale. On pourrait faire de la prépa mentale tous les deux. T'es assis sur ton fauteuil et moi sur le mien, et puis qu'à la fin de la séance, tu dis ah ouais, c'était vraiment sympa ce qu'on a vu avec Raphaël. En fait, ce qui va être déterminant, c'est ton passage à l'action, ce que tu vas vouloir réellement changer après.
Et je l'explique aussi, tu vois, dans la formation, puisque maintenant je commence à former des personnes qui s'intéressent à la prépa mentale, que mon travail, c'est pas juste de faire en sorte de faire des séances de préparation mentale avec des personnes qui sont à l'heure, qui me payent bien, qui écoutent et qui sont contentes à la fin de la séance. C'est savoir quelles sont les actions préparatoires et qu'est-ce qu'on met en place concrètement. Et là, tu vois, on sort d'un week-end de 2 jours de formation avec des personnes qui ont déjà suivi une partie de la formation en ligne, qui se sont déplacées ce week-end à Angers pour qu'on bosse ensemble. Et je pense que tout le monde a très bien compris les outils qu'on a vus ensemble. Maintenant, ce qui va être différent, c'est ceux qui vont aujourd'hui ou demain ou dans les jours à venir appliquer concrètement ce qu'on a vu. Et ceux qui vont juste le garder en théorie en se disant oui, oui, je le sais, mais aujourd'hui, j'ose pas trop sortir aussi de cette zone de confort ou de ce que je fais. Ouais, qui marche peut-être pas vraiment comme je voudrais, mais ça me convient quand même. Ouais. Donc je pense que l'élément vraiment fondamental, ça va être, c'est très bien d'avoir eu la démarche d'aller voir un prépa mental, mais après ça va vraiment être dans sa quotidienneté de vouloir et d'être ok pour appliquer certaines choses. Tu parlais des neurosciences, il y a vraiment une différence entre la compréhension et l'application, et l'application modifie bien plus le cerveau que la simple compréhension. Donc il faut aussi accepter de pratiquer et juste pas d'avoir compris d'un point de vue intellectuel. Ouais. Et tu sais, je suis très sensible à ça, étant aussi prépa physique par ailleurs, même si aujourd'hui j'utilise pas spécialement ceci, mais j'adore la prépa physique. Je suis vraiment très sensible au passage à l'action parce que je considère qu'il y a encore trop de personnes qui peuvent considérer la prépa mentale comme juste un échange ou juste du blabla. Et donc je pense que, tu vois, il y a peut-être comme une crainte en moi, pour être franc, d'être vu comme ça. Et donc je veux qu'on ait des passages à l'action. C'est tout à ton honneur, d'autant qu'au final, c'est quand même des outils à travailler. Et si les personnes que tu coaches font pas entre guillemets leur devoir, il y a beau avoir des bienfaits avec par exemple de l'imagerie mentale, ça a été démontré sur le plan des neurosciences avec des scientifiques, etc. Si la personne le pratique pas, il va pas avoir un gain de performance comme il devrait l'avoir. Oui, tu as tout à fait raison. Oui, puis ça rejoint ce que tu disais quand tout à l'heure tu disais bah j'ai l'impression qu'on vient voir le prépa mental vraiment quand il y a un problème. Ouais. Alors ça peut être enfin et c'est vrai au niveau des fois d'un club, au niveau individuel, une fois qu'on a commencé le travail avec le prépa mental, moi tu sais généralement au maximum je fais 4 séances par mois avec la même personne, donc ça va être une séance par semaine. Ça c'est le maximum. Au minimum, j'aime pas trop bosser qu'une séance dans le mois. J'aime bien au moins avoir deux fois dans le mois la personne quand c'est possible pour tout le monde. Et j'explique bien que justement, je suis pas un magicien et qu'on peut comprendre des choses pendant la séance. On peut travailler parce qu'on pratique aussi pendant la séance. Tu parlais d'imagerie, on peut tout à fait faire de l'imagerie pendant une séance de prépa mentale, bien entendu. Mais après, t'as raison. J'invite le sportif à travailler entre les séances. On se fixe une fréquence de travail, et d'ailleurs c'est le sportif qui fixe cette séance. Hein. On dit souvent que les objectifs, on les tient mieux quand ils sont autodéterminés. Après, c'est à lui de me dire s'il a pu le faire ou pas, et à nous de comprendre pourquoi ça n'a éventuellement pas été fait. Mais on n'est pas dans la pensée magique, et je suis pas un magicien. Donc moi, les sportifs qui ont le plus performé, et certains ont vraiment changé, on parlait beaucoup de smoothies, ont vu des beaux résultats pour eux, et c'est tant mieux pour eux, mais c'est ceux qui sont le plus passés justement à l'action. Et donc qui ont bossé, comme on disait, entre deux séances. Yes. Et est-ce que on peut sortir aussi du cadre de la France. Est-ce que tu vois des différences en termes de préparation mentale, en termes de staffing entre le côté français où voilà ça met peut-être un petit peu de temps à arriver et d'autres pays que ce soit je sais pas aux Jeux Olympiques ou quel est ton point de vue sur la question? Écoute, en tout cas, j'ai l'impression, bon, comme je te disais tout à l'heure, hein, je suis pas un spécialiste de ce qui se passe vraiment ailleurs, mais bon, ça m'intéresse quand même et je peux te dire juste mon point de vue par rapport à ça. J'ai parfois le sentiment qu'on est encore un peu, voilà, c'est un avis personnel, qu'on est marqué par le côté un peu latin qui fait que, y compris dans le foot, je te disais que je bossais beaucoup dans le foot, qui peut être vu comme un sport, tu vois, où on veut pas trop montrer ses émotions. Et je pense que cette culture-là peut peut-être être une explication à la difficulté de l'APM de pénétrer cet univers. Euh, j'ai l'impression que, tu vois, moi, pour avoir étudié un peu à Montréal, pour y retourner
de temps à autre. Là, j'y étais il y a pas très longtemps. Je pense que les Nord-Américains ont moins de problèmes avec ça et vont directement le voir comme, en fait, comme une intelligence, comme un aveu d'intelligence ou de pragmatisme, alors que chez nous, ça peut encore être vu régulièrement comme un aveu de faiblesse. Alors, encore une fois, moi, j'explique aux sportifs qui bossent avec moi, alors c'est facile de le dire parce que ça fait partie de mon métier, mais je le pense vraiment. Encore une fois, voilà, pour moi, c'est plutôt une marque d'intelligence de faire de la prépa mentale à partir du moment où on a compris que le mental jouait sur la performance, et ça, tout le monde le dit, y compris les entraîneurs qui vont dire oui, non, mais à haut niveau, c'est le mental qui fait la différence, et ça, ils te le disent. Et quand tu leur dis, et du coup, vous passez combien d'heures par semaine à bosser le mental? Une fois sur deux ou plus, on va te répondre 0. Donc là, je sais pas, il y a un truc que je trouve un peu bizarre, quoi. C'est juste que tu prépares des gars toute la semaine, t'as conscience que le mental est important, mais tu veux pas le bosser de façon spécifique, et la seule façon que t'as de travailler le mental, c'est de dire aux gars, concentre-toi plus, sois plus agressif, calme-toi. Et on pense qu'une fois qu'on a dit ça, le sportif le fait, mais on lui explique pas comment il peut faire ça, on lui explique pas comment il peut gérer ses émotions, comment il peut aller en chercher certaines. Et quand je dis gérer ses émotions, ça ne veut pas dire ne pas en avoir. Au contraire, peut-être que c'est arriver à avoir certaines émotions qui nous aident à performer. Mais voilà, donc je pense que peut-être que dans les pays non latins, on arrive plus facilement à faire de la prépa mentale aujourd'hui. Je t'avoue que moi j'ai deux choses qui me viennent en tête. Ouais, c'est vrai qu'aux États-Unis, j'ai l'impression qu'ils sont très friands là-dessus, et c'est limite une force. Et j'en discutais avec une amie, c'est presque quelque chose que tu pourrais mettre sur ton CV, en fait, d'avoir vu un psychologue ou un préparateur mental ou quelque chose. C'est une bonne ligne. Et à côté de ça, en France, c'est vrai qu'on a vraiment conscience de ça, que la préparation mentale, c'est quelque chose, c'est un levier de succès. Et par exemple, enfin, je pense à Teddy Riner qui suit une psychologue depuis l'âge de 14 ans, et lui, il dit dans ses interviews que c'est l'une de ses forces principales. Et à côté de ça, on regarde, est-ce qu'en judo, il y a des coachs qui vont entraîner mentalement leurs élèves ou autres? Pas forcément. Donc, après, tu disais que tu faisais de la PNL. Et pour moi, c'est vrai que cette démarche-là, elle est intéressante de regarder l'excellence chez un individu, se demander pourquoi est-ce qu'il est excellent. Par exemple, Teddy Riner, c'est le fait que depuis l'âge de 14 ans, il suive une psychologue, il se forme un petit peu, et essayer de décliner ça pour le plus grand nombre, on va dire. Ouais, t'as tout à fait raison. La modélisation. Ouais. Et c'est vrai que si tu veux apprendre à voler, j'aime bien dire qu'il vaut mieux modéliser un faucon plutôt qu'un dindon, quoi. Belle métaphore, belle métaphore. Et pour conclure, qu'est-ce qui pour toi faudrait mettre en œuvre du coup pour améliorer un petit peu la place de la préparation mentale, par exemple chez les jeunes ou chez ceux qui veulent devenir sportifs professionnels ou qui veulent devenir entrepreneurs? Qu'est-ce qu'il faudrait faire selon toi et selon ton expérience? Comme je te disais tout à l'heure, alors on va dire déjà, entre guillemets, naturellement, je pense que les choses évoluent. En fait, quand je dis naturellement, c'est plutôt culturellement, mais ce que je veux dire, c'est qu'on y vient tout doucement parce qu'on se rend compte qu'on a optimisé énormément de choses au niveau de la prépa physique, si je reste sur le sport pour l'instant, au niveau de la prépa physique pour développer les qualités physiques, aussi pour optimiser la récupération. Je pense pas qu'on va découvrir encore de super trucs qui vont faire qu'on va courir 2 fois plus vite dans les 5 prochaines années. Par contre, on se rend bien compte qu'on a encore très peu de connaissances sur la prépa mentale et que c'est très peu pris en compte. Et justement, sur un des articles, un peu en rigolant, je dis les sportifs aiment de plus en plus la prépa mentale. En fait, les sportifs, ce qu'ils adorent, c'est être performants. Et s'ils comprennent que j'ai plein d'ingrédients, mais qu'en m'orientant un petit peu dans telle direction, je peux rajouter des ingrédients pour être plus performant, ils vont naturellement y venir de plus en plus. Mais c'est une question d'éducation, quoi, d'éducation, de culture, de vécu. Et les exemples dont tu parles, t'as parlé tout à l'heure de Teddy Riner. Je pense maintenant que quasiment tous ceux qui aiment bien le sport savent que Teddy Riner fait de la prépa mentale. C'était encore pas le cas il y a quelques années. Et je me rappelle justement d'une sportive avec laquelle j'ai bossé où c'était rigolo parce que elle me dit voilà, ok, je commence, j'essaye. Je t'avoue que j'y crois pas trop parce que pour moi le mental c'est tu l'as ou tu l'as pas. Et bon, si elle me disait ça, c'est aussi qu'elle l'avait entendu. C'est pour ça que je parle aussi d'éducation. Et du coup, je dis ok, est-ce que tu pourrais me citer pour toi un sportif qui justement aurait un super mental? Et elle me répond spontanément Teddy Riner. Je lui dis c'est super que tu me parles de ce sportif parce que il fait de la prépa mentale depuis plus de 10 ans.
Donc c'est marrant. Mais bon, à ce moment-là, elle ne le savait pas. Mais c'est en effet bien. Je pense que plus on a de témoignages, je parlais tout à l'heure de Denis, qui a aussi dit que la prépa mentale avait contribué, avait participé. Hein. A priori, c'est aussi parce qu'il est bon footballeur, qu'il était prêt physiquement, etc., etc. Mais c'est vrai que je pense que plus on aura de témoignages comme ça de sportifs performants et qui avouent faire de la prépa mentale, plus ça sera facilitant. Tu parlais tout à l'heure de la différence aussi de la perception de faire de la prépa mentale ici ou aux États-Unis. Sur la formation d'hier, tu vois, on parlait avec les sportifs, enfin les préparateurs mentaux qui veulent encadrer. Je leur demandais, est-ce que vous pensez que le yoga peut être utile dans notre prépa mentale? Parce qu'on avait fait un peu de yoga ensemble, il y avait une enseignante de yoga qui intervenait. Et c'est vrai que beaucoup ont dit oui, bah je pense que c'est difficile. Ça pourrait être difficile parce que ça peut être mal vu par les sportifs. C'est pour ça que moi je leur explique que je peux être amené à en faire des fois sans expliquer au début qu'on fait du yoga. Et puis je dire écoute, on va mixer aujourd'hui un tout petit peu de travail physique et mental. Et en même temps, si tu vas sur des comptes Instagram de basketteurs en NBA, t'en vois plein qui font du yoga avec leur coach perso de yoga. Donc je pense qu'on va y arriver. Mais c'est ça, je pense que l'exemple va de plus en plus faciliter la prise en compte de l'APM par les staffs ou par les sportifs eux-mêmes. Oui, même c'était Phil Jackson qui mettait ses joueurs au yoga, à la méditation, etc. pour vraiment les préparer mentalement. Exactement. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter ou est-ce qu'il y a un point par exemple qu'on n'a pas soulevé ou Non, écoute, je pourrais juste peut-être conclure entre guillemets ou repréciser. De toute façon, que je travaille avec un sportif ou un entrepreneur, je considère, enfin, je m'intéresse toujours à l'individu qui, en l'occurrence, fait cette activité. Mais y compris quand je bosse avec un footballeur professionnel de 22 ans qui gagne déjà très bien sa vie, je considère que je m'adresse d'abord à un jeune de 22 qui fait du foot, comprendre un petit peu sa vie, ses contraintes, mais ne pas le résumer qu'à ça, et aussi faire en sorte que lui essaye de ne pas se résumer qu'à ça. C'est des fois très facile pour certains, parce qu'ils ont eu, de par leur éducation, de par leur environnement, cette capacité à prendre en compte d'autres éléments de leur personnalité. Et puis pour d'autres, ils se résument, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, ils se résument juste à leur fonction en fait de sportifs de haut niveau ou d'entrepreneurs. Donc je pense toujours important de s'intéresser au double ou triple projet. Voilà, je vais faire justement une intervention prochainement, là, une conférence dans la région d'Angers, dans 2-3 jours, justement là-dessus, sur l'intérêt du double projet pour les entrepreneurs, parce qu'on se voit qu'il y en a encore beaucoup qui travaillent, et ça peut des fois tout à fait se comprendre sur une période, mais qui travaillent énormément, et c'est pas toujours bénéfique pour eux, ni écologique. On parle beaucoup d'écologie en PNL, mais des fois tu peux te sentir performant à 30 ans et avoir tout à fait conscience que tu ne pourras pas durer de cette façon 20 ans sans avoir des problèmes. Donc il faut apprendre aussi pour soi à être dans du développement durable, quoi. Yes. Bah, merci. Voilà, bah de rien. Ça me semble être une très bonne conclusion.